à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast La pédagogie version terrain où on met en avant les initiatives pédagogiques innovantes et on donne la parole à toutes les personnes qui participent à ça. Aujourd'hui, je suis avec Thomas, qui est cofondateur d'Eduxim avec moi. Salut Thomas. Bonjour. Et avec Carole qui est en train de créer une école sur les principes de l'agilité qui va nous détailler son projet et on est plus en détail. Bonjour Carole. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Bonjour Avec Carole. plaisir. Bonjour Thomas. Alors, Carole, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et comment t'en es venu à ce projet-là? Avec plaisir. Moi, je suis membre et co-actionnaire de Pixie Suisse. C'est une petite société qui est spécialisée dans l'agilité. Je suis aussi maman de deux petites filles de 5 et 7 ans. Je suis passionnée d'éducation et de manière générale, moi, j'aime créer. Donc, créer des projets, mettre en œuvre des projets. Et mon parcours, j'ai un parcours relativement classique d'un point de vue scolaire. Une scolarité sans encombre, prépa, école de commerce, travail dans des grosses entreprises avant de rejoindre l'entreprise Pixis Suisse. Voilà, donc c'est un parcours relativement classique, que je nommerais de classique. Et du coup, il y a quelque chose qui, dans ton parcours, a fait que tu as voulu te consacrer à l'éducation? Je pense que la parentalité m'a amené à ça. Le fait aussi que je travaille dans Pixie Suisse beaucoup sur les formations, tout ce qui est pédagogie, voilà, ça m'a amené dans cette sphère-là. Et puis, moi, je me souviens d'un élément assez marquant. J'ai fait un Erasmus en Finlande. Et donc j'ai pu expérimenter ce que c'était l'éducation en Finlande la relation au professeur, la part des discussions en classe, le choix laissé sur l'évaluation, ça m'avait vraiment marqué. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête en fait derrière. Et puis à force d'accompagner les entreprises, on les accompagne sur l'agilité nous chez Pixie Suisse. Il y a un moment où je me suis dit mais si on apprenait ça un peu plus tôt, ça donnerait quoi en fait? Donc c'est ça qui m'a motivée à me dire, j'ai fait un wrap-up de tous ces éléments. Je me suis dit tiens, si je réfléchissais à un modèle d'école agile et que je me lançais là-dedans. Mais du coup, il y a quand même un déclic qui a été fait en voyant bah, euh, une version différente de l'éducation du coup en Finlande. Et ça, et il y a aussi la parentalité qui fait que on se penche un peu plus sur ce qui se passe à l'école qu'on n'a peut-être pas très conscientisé en le vivant, Ouais. euh, qui fait que effectivement on se dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire que le parcours classique qu'on a. Et du coup, c'est ce lien entre agilité et éducation, comment tu comment tu l'as conscientisé comment tu l'imagines un peu? Peut-être que déjà, nous on accompagne sur l'agilité et en fait dans l'agilité il y a énormément de soft skills et donc je me suis dit comment on amène ça plus tôt. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser à il y a sûrement des choses qui ont été faites donc et c'est effectivement le cas. Hein, l'agilité dans l'éducation c'est pas nouveau, c'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a des initiatives comme les Agile Learning Centers qui sont nées aux États-Unis. Il y a une école à Perpignan dans laquelle je suis allée passer une semaine. Il y a du Scrum pour ceux qui sont connaisseurs, qui est un cadre Scrum appliqué à l'éducation. Donc moi j'ai plongé dans cet univers et je me suis dit je vais aller voir ce qui se fait et puis je vais aller moi créer mon modèle parce que moi je reste convaincue qu'il n'y a pas un modèle d'éducation, il y a autant de modèles d'école que de créateurs d'école. Donc à partir de ça, je me suis dit moi comment j'ai envie d'utiliser l'agilité dans le modèle qu'on est en train de créer. Et pour moi, ce qui est vraiment clé dans le projet, c'est d'utiliser l'agilité pour permettre de développer la capacité d'apprendre à apprendre très tôt chez les enfants, pour permettre de former des individus qui soient capables de s'adapter dans un environnement qui change continuellement. Et l'agilité aussi, elle permet d'adapter et de personnaliser beaucoup plus les parcours d'apprentissage. Et ça, à la fois pour des enfants qui ont du mal peut-être à suivre un parcours qui est planifié à l'année et un TGV qui avance, mais aussi pour les enfants qui ont un intérêt, un appétit et qui vont avancer peut-être plus vite sur certains domaines disciplinaires. Donc en fait, l'agilité, pour moi, elle permet vraiment ça, développer cette capacité d'apprendre à apprendre, l'adaptabilité dont on a besoin dans la vie, encore plus aujourd'hui, et de personnaliser les parcours d'apprentissage le plus possible. Donc du coup, ouais, on est loin de ce qui se fait aujourd'hui avec de l'apprentissage synchrone, on va être sur de l'apprentissage plutôt asynchrone, sur
Sur des pratiques qui vont amener plutôt à l'autonomie et sur beaucoup de soft skills. Ouais. Et du coup, comment ça se passe concrètement avec quand on veut monter ça? Parce qu'on sort vraiment des cadres traditionnels de l'éducation. Est-ce que ça fait pas peur aux parents? Alors, on n'est pas encore totalement dans la phase parent là. Il y a d'autres Mm. petites étapes avant. C'est un projet qu'on veut baser en Suisse et donc en Suisse, créer une école privée est soumis à autorisation des autorités compétentes. Et effectivement, on est là dans cette phase où on a déposé un dossier, on est en discussion avec eux et où on essaye de leur montrer que on va arriver aux mêmes objectifs, mais on va y arriver différemment. Et comme c'est une approche mal connue, l'agilité, où on va sortir en fait de la planification à la journée, à la semaine, à la période, à l'année, mais on va mettre un cadre très strict, mais avec d'autres routines. Bah, c'est là où on est dans comment on s'aligne en termes de vocabulaire, comment on leur démontre qu'on va au même endroit, mais différemment. Ouais, Donc donc, on est cette phase de convaincre les autorités pour l'instant. ouais, pour le moment, c'est le législateur à convaincre. Exactement. En fait, ce qui est difficile quand on crée une école aujourd'hui, c'est que le principal concurrent est celui qui fixe les règles du jeu. Mm. Donc c'est une étape assez clé à franchir. Mais pour le mieux, ça nous permet aussi nous, de peaufiner le discours et la manière de présenter le modèle pour aussi rassurer les familles derrière. Et justement, là-dessus, tu as parlé que tu étais allé à Perpignan justement pour faire une phase un peu d'exploration. Ça te permet de ça te permet de consolider un petit peu ton projet ou ça te permettait de chercher aussi des nouvelles approches pour le créer, c'est-à-dire sur des façons de faire ou justement essayer de convaincre on va dire les autorités compétentes de la validité du projet. Bah, je dirais un peu les deux en fait, parce que déjà, alors ça fait 2 ans maintenant que je suis allée à Perpignan, ça m'a Ok. permis de voir concrètement comment ils mettaient en œuvre l'agilité. Au-delà de voilà le modèle théorique que j'ai passé pas mal de temps à peaufiner. Et l'autre point, effectivement, ça donne des billes pour dire bah, c'est des choses qui existent déjà et j'ai vu comment étaient les enfants et j'ai vu le niveau d'autonomie que ça permettait de développer Ouais. et j'ai vu aussi l'élan que ces enfants avaient à venir à l'école. Après, ça m'a aussi permis de dire, bah, moi, dans mon modèle, il y aura plus de ça, il y aura moins de ça. Je veux plus axer les choses là-dessus. Comme je disais, hein, il y a autant de modèles que de créateurs d'écoles. Euh, et un autre point aussi, c'est que ce que j'ai vu comme initiative éducative qui utilisait l'agilité, c'est souvent des modèles qui sont en marge du système actuel. C'est-à-dire qui sont dédiés à des enfants qui n'arrivent plus, en fait, dans le modèle traditionnel. Et moi, avec l'équipe avec laquelle je travaille sur le projet, ce qui nous tient à cœur, c'est de faire un modèle agile qui soit exigeant et qui soit pas uniquement destiné à des enfants qui sont en marge du système. Donc vraiment un modèle exigeant qui permet de développer les soft skills ou les compétences du XXe siècle et qui permettent d'atteindre tout ce que les autorités nous demandent d'atteindre parce que ça reste pertinent quand même pour la plupart des éléments qu'ils souhaitent atteindre. Donc voilà, on veut pas se cibler, on veut vraiment proposer un cadre agile qui soit exigeant et qui ramène du sens dans les apprentissages. Et tu as pu voir il y a d'autres projets, d'autres écoles en Europe, on va dire, qui sont un peu sur le même modèle ou c'est quand même vraiment rare? Parce que tu as cité des écoles plutôt outre-Atlantique. Ouais. Donc c'est vraiment nouveau, on va dire, sur le vieux continent. Alors, j'ai pas trouvé énormément d'initiatives. Après, il y a quelle part l'école euh, met dans la communication. La semaine passée, je suis allée visiter l'autre collège, qui est un collège expérimental à Paris. Alors, ils utilisent pas l'agilité parce qu'ils connaissent pas l'agilité, mais c'est basé sur l'autonomisation dans les apprentissages. Donc, ils ont fait un énorme travail de développement de matériel pédagogique autoporteur, c'est-à-dire qui donne des feedbacks instantanés avec plein de matériel, des exercices, etc. Donc il y a évidemment des initiatives, il y a des enseignants, il y a des profs qui testent à différents niveaux. C'est sûr. J'en connais sûrement Ouais. pas le 10e, mais voilà, nous l'idée voilà, c'est de créer un modèle d'école, de le tester sur une première version et si ça fonctionne, de le déployer. Ok. Et au niveau de l'équipe que tu es en train de monter pour ce projet-là, tu peux m'en parler un petit peu plus?
Ouais, volontiers. Je pense que moi, j'ai cheminé 2-3 années solo en me disant, bon, bah, ça m'intéresse, mais je suis pas très légitime. Donc, j'ai fait des formations sur la pédagogie de la coopération. J'ai écouté énormément de podcasts, lu beaucoup de bouquins en mode, bon, je vais entrer dans un univers qui n'est pas le mien, déjà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, là, on va concrétiser. J'ai rejoint des personnes. On était 3 puis 4. On a fonctionné à 4 pendant une année. Et c'est vrai que c'est un projet qui est très endurant. Et donc, en fonction des priorités de chacune, l'équipe, voilà, il y a 2 personnes qui ont quitté l'équipe. Donc là, ça m'a permis de faire une petite pause. Et puis, c'est clair que moi, j'ai pas envie de monter ça seule, déjà parce que c'est énorme et en plus parce que j'adore collaborer. Et donc, l'équipe a changé aujourd'hui. J'ai retrouvé une personne avec qui j'ai travaillé dans ma vie passée. Et donc, on est aujourd'hui 3. Depuis le mois de juin et on travaille vraiment. On va dire que dans la première phase, j'ai beaucoup conceptualisé le projet et là, on est dans la concrétisation du projet. Vraiment, comment on passe de l'idée à l'opérationnalisation et à l'ouverture. Donc oui, comme tout projet entrepreneurial, c'est souvent un marathon et pas un sprint. Et c'est difficile de pas s'essouffler. Du coup, euh, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans la création de cette école? Ils sont nombreux et je pense que je les connais pas encore tous. Comme j'évoquais, le premier obstacle, c'est convaincre les autorités compétentes. Là, c'est le département de l'instruction publique, donc on est en plein dedans, les barrières administratives. On est aussi on entame la constitution de l'équipe pédagogique. Et donc ça, c'est un deuxième défi parce qu'on va aller chercher des gens qui doivent à la fois avoir des compétences solides en termes d'enseignement, parce que déjà c'est requis par le DIP, mais aussi des gens qui ont un profil entrepreneur, qui sont agiles, qui ont le bon mindset en fait et qui sont OK de se remettre en question. Parce que c'est un modèle totalement différent. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième défi là auquel on est confronté. Vraiment constituer l'équipe avec des personnes qui ont le bon état d'esprit. Et dans une école, pour moi, de ce genre-là, c'est vraiment la clé, avoir une équipe fonctionnelle, à la fois au niveau des compétences, mais aussi de la collaboration. Ensuite, alors il y a plein d'autres défis, je peux les nommer, hein. Il y a le défi financier. Toute école privée a ce défi-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit en Suisse ou en France d'ailleurs, hein, il y a très peu d'aides, voire pas d'aide accordée à des modèles alternatifs. Donc, la question du coût de l'école est très présente, de trouver des partenariats. Voilà, c'est vraiment pas simple. En tout cas, c'est pas simple si on a la volonté de pas faire un modèle élitiste et de faire un modèle qui soit accessible au maximum de familles. C'est sûr. Et puis, je dirais, pour en nommer que 4, hein, mais je pourrais continuer un petit moment. Un 4e défi, c'est effectivement, quand on se lance, c'est de convaincre les familles, de créer ce climat de confiance, la crédibilité autour de l'école qui se lance. Ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi qui va arriver, ouais. Même le plus gros, je dirais, non? Enfin, parce que c'est vrai qu'on a tendance à la crédibilité de l'école, c'est quand même, enfin, en général, c'est la renommée. Donc c'est vraiment l'historique, que ça soit toute école, hein, enfin que ça vienne de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Donc ça, Mm. ouais, vous l'abordez, vous travaillez dessus de quelle manière, enfin, pour essayer d'adresser cette problématique. Alors, pour l'instant, on n'est pas autorisé à faire de la communication auprès des familles parce qu'on n'a Ok, pas eu l'autorisation. Néanmoins, on commence à sonder un peu. Donc, on a développé des outils de com, on va chercher du feedback, ok. voilà, pour voir un peu comment le modèle atterrit chez les familles et puis peaufiner, je dirais, le discours et la manière dont on va présenter l'école. Voilà. Mais là, on est un Ouais. tout petit peu en amont. On peut pas Ouais, faire donc de là, la c'est grosse plus communication. l'étape préparatoire pour qu'après, ce sera de la communication, en fait. Ce sera de la com Exactement. La- dès que vous aurez les autorisations pour vous Exactement. faire connaître, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ce qui est un énorme challenge, c'est le séquençage et le rétro-planning parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas. En même temps, nous, on a besoin très vite de savoir est-ce que Ouais. ça pourrait plaire, etc. Donc,
en discutant avec d'autres créateurs d'écoles aussi, je me rends compte que c'est ça le très gros défi. On n'est pas sur un projet avec étape 1, ça c'est bon, on passe à l'étape 2, etc. Il faut un peu jongler entre tout ça. Et je suppose pour remplir vos effectifs, a priori, vous visez pour votre première école être dans une assez grande ville, que ça soit pour être sûr d'avoir le plus gros foyer de population autour de l'établissement, c'est ça? Oui, tout à fait. On vise le bassin genevois, Ok. si on arrive à avoir l'autorisation. D'accord. Effectivement, on cherche un endroit qui soit accessible et qui permette de drainer une partie, enfin des familles, quoi. On va pas se mettre en campagne. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas pas pour la première. Après, Ouais, ouais, si le modèle prend, on sait jamais. tout à fait. Pour en revenir au législateur, est-ce qu'il a quand même une oreille attentive ou est-ce qu'il est vraiment dans le pur légal et cadre? Je dirais les deux, enfin, sur ce que je perçois hein, des interactions qu'on a. Il a effectivement des cases à cocher pour s'assurer déjà qu'on ne promet pas n'importe quoi aux parents, pour s'assurer qu'on va atteindre les objectifs du plan d'études roman, parce que là, c'est le canton de Genève, et aussi pour s'assurer qu'à tout moment, les familles et les élèves peuvent rebasculer dans le système public s'ils le souhaitent, suite à... alors là, c'est un niveau collège, on vise l'ouverture sur un niveau collège, donc ça s'appelle le cycle d'orientation hein, dans le canton genevois. Mais suite voilà, à ce collège-là, est-ce qu'ils peuvent bien réintégrer le système public donc, ils ont effectivement un cadre très strict et des cases à cocher. Ce qui a été très appréciable, c'est que malgré le fait que le projet est très innovant pour eux, pour l'instant, on est en dialogue. Ils essayent de comprendre. Ils nous ont permis de revoir le dossier pour qu'on puisse expliciter de manière plus précise les liens, les passerelles, etc. Donc ça reste très positif. On est en lien et on continue le travail avec eux. Tu parlais également du défi de constituer l'équipe pédagogique. Dans le profil que tu as dit, tu recherchais quelqu'un qui connaît la pédagogie, l'agilité, entrepreneur. Ça fait un peu mouton à 5 pattes, non? Ouais, tout à fait. On en est conscient. Il faut partir d'une liste au Père Noël et puis adapter en fonction. Oui, c'est effectivement des moutons à 5 pattes qu'on cherche. On est totalement lucide sur le fait qu'il y aura des concessions à faire. On a déjà anticipé. En fait, on commence dès maintenant, même si c'est pour 26, parce que on sait qu'il va y avoir une grande phase de onboarding à prévoir. Des formations sur l'agilité, le mindset, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi tout un tas d'éléments que nous, on a pensé sur la pédagogie, qu'on a envie de peaufiner avec l'équipe qui sera en place. Parce que, comme je le disais, moi, c'est pas mon métier de base, même si j'ai fait beaucoup d'immersion, même si je suis dans la formation pour adultes. Il y a des choses où on va les confronter à la personne qui va encadrer spécifiquement et au terrain. Donc voilà, nous on dit nous on a imaginé ça et on va essayer de voir comment on peut l'affiner avec les personnes qui constitueront l'équipe. C'est toujours un défi de construire une équipe pédagogique et on a souvent, les écoles font souvent appel, enfin nous on voit ça dans le supérieur, à des intervenants qui viennent et du coup on a du mal à construire une équipe soudée et cohérente sur l'intégralité de l'école. Du coup, ça fait partie des vrais défis. Effectivement, vous avez cette phase de onboarding qui va être important et je suppose que l'objectif, ça va être de créer une équipe qui va être stable et pérenne dans le temps pour pour arriver à faire passer le message et puis à créer le concept et puis à aller au bout de la démarche. Ouais, exactement. C'est vrai que quand on regarde les équipes, surtout au niveau du collège, on a même après, hein, on a une somme d'intervenants, mais il y a très peu de collaboration en fait. Du coup, nous, ce qu'on cherche à créer, c'est une équipe pluridisciplinaire qui collabore et donc qui est là sur une bonne partie de la semaine. Donc qui collabore à la fois sur l'évaluation formative et le suivi des enfants, mais aussi sur faire évoluer le matériel pédagogique et les processus, et aussi d'accompagner tous les apprentissages en agile au quotidien. Donc pour ça, nous, on a la volonté de constituer une équipe la plus restreinte possible. Un autre défi qu'on a, c'est actuellement, le DIP, lui, il souhaite une personne qualifiée par domaine disciplinaire. Donc, on essaye, nous, de trouver des gens qui peuvent, à minima, faire 2 domaines disciplinaires et voir jusqu'où ils nous autorisent à aller parce que
aujourd'hui, plus que jamais, honnêtement, on n'a pas besoin. Enfin, les savoirs sont accessibles partout, tout le temps. Donc, il y a quand même une énorme partie de ce qui est enseigné qui peut se faire de manière autonome avec du matériel pédagogique. Et donc, l'adulte dans le modèle, il va être là, pour fournir un cadre très fort de routine, de processus, et évidemment, à des moments, proposer des ateliers enfin, des ateliers ou des transmissions plus classiques, mais il a surtout ce rôle d'accompagner sur le cadre agile, en fait. Et donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui ait fait un master forcément en sciences, plus un master, plus une licence. Mais ça, c'est difficile à faire changer comme mentalité. En fait, ce que tu veux, c'est plus des coachs que des enseignants. Coach, comme on l'entend au sens en entreprise, quoi. Pour effectivement, tu prêches un convaincu. Aujourd'hui, les savoirs sont disponibles partout sur Internet. En plus, avec les IA aujourd'hui, ça nous aide vraiment. C'est des formidables outils d'apprentissage. Euh, ouais, ce que tu veux, c'est une équipe de coach et pas une équipe de profs, comme on l'a aujourd'hui dans les collèges et lycées un peu partout. Ouais, c'est clair. En fait, on a des experts qui sont pas forcément bons en plus en pédagogie. Donc, Mm. pour moi, les deux compétences clés, c'est effectivement coach, cette capacité à accompagner, fournir un cadre, et aussi des gens qui sont experts dans proposer des séquences pédagogiques qui font du sens et pas je vais transmettre l'étape de multiplication parce que ça, maintenant, ça peut se faire avec des outils en totale autonomie. Et du coup, ce modèle de coaching, nous, on l'a expérimenté du coup plutôt en niveau supérieur, mais j'ai jamais testé du coup avec des plus jeunes. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience là-dessus? Oui, l'immersion à l'école agile de Perpignan et puis à l'autre collège, j'ai pu voir effectivement des jeunes, donc âgés de 11 à 15 ans, qui fonctionnaient comme ça avec de l'autonomie. Et en fait, l'âge de l'adolescence, c'est un âge assez charnière et je trouve que moi, il est très mal accompagné parce que c'est une période de transition où un individu quitte le monde de l'enfance et n'est pas encore dans le monde de l'adulte et donc il a besoin d'avoir une certaine forme d'autonomie en fait pour expérimenter. Et aujourd'hui, dans les modèles qu'on a, c'est très cadré, l'élève subit, il n'a pas de transparence sur ce qu'il a besoin de développer et on l'infantilise encore énormément. Et moi, ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu des enfants qui avaient retrouvé du sens, déjà parce qu'ils savaient pourquoi ils faisaient les choses. Il y avait évidemment beaucoup plus de part laissée au projet, donc qui amenait aussi une part de sens. Et j'ai vu des élèves qui, OK, tu as besoin d'arriver là, ils se mettent en marche parce qu'ils savent où est-ce qu'ils arrivent et pourquoi ils le font. Et moi, à chaque fois, j'ai été surprise parce que des discussions que j'ai pu avoir avec certaines autorités, on dépeint, mais comment vous vous assurez qu'ils vont vraiment travailler si on les cadre pas, ils font rien. Moi, j'ai vu une toute autre réalité sur le terrain. Alors, je dis pas que c'est simple, évidemment, il faut un cadre strict. Je dis pas qu'ils choisissent ce qu'ils veulent le matin. Ça, c'est ce qu'on a observé dans les Agile Learning Centers. J'ai ma collègue qui est allée visiter celui de New York, où pour le coup, c'est un autre contexte où il n'y a pas d'exigence ou très peu d'exigences académiques. Et donc, les élèves, ils arrivent le matin et ils choisissent, moi, aujourd'hui, je vais jouer à mon jeu vidéo. Ça, c'est plus possible en Europe déjà, et pour le mieux, honnêtement. Mais moi, j'ai constaté, en tout cas sur le terrain, que c'est des enfants qui sont mobilisés parce qu'il y a un cadre quand même autour qui leur dit, voilà, c'est là où tu veux aller. Maintenant, on va découper le temps ensemble, et puis tu vas choisir le comment, et puis on va se parler régulièrement. Et moi, je pense qu'il y a besoin de cette forme d'autonomie à ces âges-là, et de faire confiance, de partir d'un postulat de base qui est je fais confiance et je vais adapter. C'est toute la beauté de l'agilité, c'est de se dire il y a un cadre de base et on va l'adapter en fonction de ce qu'on voit, plutôt que de partir d'un climat de défiance où on va tout cadrer par peur que ça déborde ou qu'il fasse rien. On en revient un peu au motto de Reed Hastings qui est liberté, responsabilité. Ouais, exactement. Et ça, au c'est... niveau du... Ouais, pardon, vas-y. Ouais, non, pardon. Et je dis ça, c'est dur pour les administrations parce qu'elles sont parties dans un mindset très, très loin de command and control versus confiance et adaptation. J'allais rebondir sur le... Attends, j'ai perdu du coup. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Ah, pas de souci. Non, parce qu'après, sur ce que tu viens de redire, j'ai une autre idée. Non, mais je pars sur l'autre. Sur la partie des administrateurs, finalement, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils te demandent, ça reste quand même une preuve de résultat.
des notes, enfin voilà, quelque chose de palpable pour justifier d'un niveau, etc. Et en fait, c'est tout là, si j'ai bien compris, la problématique, c'est d'arriver à avoir un cadre le plus agile possible, donc le plus libre et évolutif, avec des coachs, donc pour favoriser l'autonomie, mais il y a quand même la problématique de comment on prouve le résultat. Finalement, les résultats, c'est pas tant les administrateurs qui vont être attentifs, mais plus les familles au final. Enfin, Oui, ce sera plutôt de ce côté-là exactement, ouais. que ça va être attendu. Ok. Et du coup, tu parlais de cadre strict qui peut un peu, enfin, du coup, c'est les étudiants vont évoluer de manière, on va dire autonome et responsable, mais tout en gardant un cadre strict c'est sur l'atteinte des objectifs, c'est ça? Ils vont être challengés en termes de quoi, de délai ou de résultats? Ou les deux? Je peux peut-être expliquer la démarche de ce qu'on a appelé, nous, les apprentissages agiles autodirigés, qui se basent, dans un premier temps, sur de la transparence. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le système actuel, je vais à l'école, je sais pas tellement où je dois aller, ni pourquoi d'ailleurs. Donc, nous, la première idée, c'est on prend les objectifs du plan d'études roman, ou du socle, ou demain du socle commun des compétences en France, et on va le traduire en un référentiel de compétences compréhensible et lisible par un adolescent, par un enfant, un adolescent, pour lui dire, bah, voilà les compétences que tu as besoin de développer. Et on a élargi ce référentiel de compétences, c'est-à-dire qu'on sort de juste les compétences académiques ou scolaires. On a intégré aussi des compétences de savoir-être et des compétences d'agilité et d'intelligence collective qui semblent, qui sont pour nous des compétences qui sont vraiment clés. Et pour faire le lien avec ce que je disais au tout départ, bah, c'est ce qui pêche énormément dans les organisations aujourd'hui. Les gens savent pas se parler, ils savent pas collaborer, voilà. Donc, on a ce premier plan qui est, on leur donne, voilà le référentiel. Donc là, on va travailler avec des outils qui leur permettent de voir les arbres de compétences par domaine, etc. Et ensuite, on va utiliser donc l'agilité on va découper le temps en unités d'apprentissage de 2 semaines. Donc, on va créer des itérations de 2 semaines. Et à chaque 2 semaines, en fait, à partir des outils, l'élève, avec son adulte référent, va prioriser et se dire sur l'itération à venir, voilà ce sur quoi j'ai envie d'avancer, enfin les compétences sur lesquelles j'ai envie d'avancer. Et il aura du coup du matériel ou des séquences d'apprentissage ou des expériences d'apprentissage à réaliser sur ces 2 semaines-là. Et il pourra suivre ça dans son tableau Kanban, donc qui permet aussi de donner de la transparence à la fois à l'adulte, aux adultes, à l'équipe pédagogique, mais aussi aux autres élèves. Voilà ce sur quoi je travaille, etc. Donc, il va faire son plan pour l'itération et chaque jour, il va y avoir des routines matinales et de clôture de matinée pour dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, j'ai l'intention de travailler là-dessus. Et puis, à la fin de la matinée, j'ai travaillé là-dessus. Voilà ce qui était difficile. Voilà comment je suis bloquée. Et demain, je vais travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment développer cette autonomie et cette approche réflexive aussi de l'enfant. Que je parlais de la capacité d'apprendre à apprendre. Enfin, pour nous, ça nous paraît clé de dire, j'ai eu de la difficulté. Pourquoi j'ai eu de la difficulté? Peut-être que le format me convenait pas. Peut-être que c'est le sujet qui me convenait pas. Peut-être que il y a tout un tas de choses, en fait, qui fait que je peux avoir de la difficulté. Apprendre à se connaître, et à développer cette compétence d'apprendre à apprendre. Donc, ça passe par, voilà, de la transparence et des routines qui permettent de prioriser et de faire des bilans réguliers et du coup d'adapter. Du coup, là, en fait, c'est totalement individualisé. L'apprentissage est individualisé. Chaque élève fait son plan et avance à son rythme. C'est ça? Si j'ai bien Ouais, alors compris. effectivement, ça permet une grande personnalisation. Pour autant, on met pas à l'écart la collaboration parce qu'on apprend aussi beaucoup ensemble. Donc, il y aura Ouais, des temps ok. dans l'agenda d'ateliers que nous, on appelle des ateliers de mise en pratique. C'est-à-dire que les temps collectifs, l'idée, c'est de travailler sur une pédagogie beaucoup plus par projet. Et de la mise en application. C'est-à-dire que la personnalisation, elle va être, par exemple, si on prend les maths, j'avance sur les fractions, j'avance sur tout un tas de choses. Et puis, j'ai des temps collectifs où là, l'enseignant va travailler sur comment je
j'apporte du sens et je montre à l'enfant que ce qu'il apprend, les fractions, etc., ça sert dans quelque chose de très concret. On les met en œuvre. Exactement, ce qu'on appelle des maths appliquées ou je sais pas, enfin on n'a pas, mais des ateliers là où on travaille tous ensemble, c'est-à-dire multiniveau. Donc là c'est tout, on cherche des profs qui sont capables de faire des séquences pédagogiques multiniveaux appliquées. C'est là où j'allais en venir justement, c'était savoir si tu avais quand même une notion de classe justement par niveau, parce que quand on parle d'agilité, on pense, dans le milieu de l'entreprise, on parle d'équipe agile, donc c'est un petit groupe de personnes, etc. Donc, vu que là, beaucoup de choses sont individualisées et qu'il y a des coachs, la question, ouais, c'était est-ce qu'il y a quand même des classes où là, tu es en train de me dire, complète, tu pourras compléter, mais en fait, c'est multiniveau, mais c'est par groupe c'est par atelier de projet, entre guillemets. Alors déjà, dans la vision, c'est qu'on aimerait sortir des classes d'âge et plutôt faire des groupes par autonomie, déjà de manière générale. Okay. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un enfant qui est autonome sur définir le quoi et le comment, de la même manière qu'un enfant qui est pas du tout autonome sur définir le quoi et le comment. Donc, mais ça, c'est la vision, on va dire, quand on aura beaucoup d'élèves, parce qu'on est conscient qu'on va commencer peut-être avec 10 élèves. Donc, cette notion-là, elle n'aura peut-être pas de sens au début. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, du coup, avoir des personnes qui accompagnent au plus proche des besoins sur ces niveaux d'autonomie-là. Ensuite, on essaye d'avoir cette balance. C'est pas une somme d'individus qui travaillent chacun dans son coin. Donc, on essaye d'avoir une balance personnalisation, individualisation et collectif. Ça passe par, parce que j'ai peut-être pas donné de la transparence, mais les matinées sont dédiées aux apprentissages plus académiques. À l'intérieur, il y a du travail en autonomie et ce que je disais, des ateliers pour appliquer vraiment les domaines disciplinaires. Et les après-midi sont dédiés à l'apprentissage des savoir-être. Et donc, les après-midi, on va retrouver des temps de projets collaboratifs, des temps de projets individuels et des ateliers pour développer les savoir-être. Donc, dans les deux moments de la journée, on essaye de retrouver à chaque fois de la personnalisation et du collectif. Ok, ouais, donc c'est vraiment sur une journée, on a un peu tous les formats, quoi. C'est pas... Exactement, ouais. Et tout ça en itération de 2 semaines. Ouais, exactement. Et comment va se passer l'évaluation dans ces périodes? Ouais, c'est un gros sujet, évidemment. Nous, on a identifié 4 types d'évaluation. La première, c'est l'évaluation formative. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Les élèves, ils vont être observés à longueur de journée par les adultes, donc qui vont pouvoir voir comment ils travaillent, etc. Donc, vraiment pouvoir... Cette évaluation formative, elle aura de la place et elle sera clé dans le modèle. Ensuite, il y a l'évaluation, on va dire l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'avec le matériel pédagogique autoporteur et l'accès à des évaluations avec du feedback immédiat, l'idée, c'est de promouvoir le plus possible l'auto-évaluation pour permettre le droit à l'erreur. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, et je le vois très tôt dans l'école de mes filles, c'est que tout est regardé, en fait. Et tout donne lieu, alors s'il n'y a pas de notes forcément en primaire, tout va bien, très bien, etc. Ce qui fait que, moi, j'ai quand même l'intime conviction que ça ne laisse pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, j'ai eu bien, j'ai eu bien, mais déjà, je ne sais pas comment je passe de bien à très bien. Et ensuite, tout est vu. Donc, j'ai pas le droit de me planter dans mon coin. Voilà. Donc, il y a une part significative par le matériel laissé à l'auto-évaluation. Ensuite, le troisième point, c'est l'évaluation certificative, où là, l'idée, c'est on a des temps dans l'itération dédiés à l'évaluation. On va inverser, c'est-à-dire plutôt que l'enseignement dit jeudi, c'est évaluation. Il y a des temps fixes dans la grille horaire, où dire là, c'est les temps d'évaluation. Et on travaille avec l'élève sur là, j'ai l'impression que tu es passé dans tous les critères de cette compétence et ça vaudrait le coup que tu t'inscrives pour aller évaluer cette compétence-là. Et donc, l'élève va être évalué sur la compétence globale et pas sur tous les critères et tous les exercices en dessous. Et c'est quand il se sent prêt. Donc, évidemment qu'il y a un rôle d'accompagnement, évidemment que l'adulte ne doit pas le laisser. Voilà, il a besoin d'être évalué déjà pour savoir où on en est et puis par rapport aux exigences des autorités. Donc, il y a ces temps d'évaluation certificative où l'élève va s'inscrire proactivement.
Et puis le dernier point qu'on essaye là de clarifier suite aux discussions avec le DIP, c'est voilà, en fonction des projets des élèves à l'issue du cycle d'orientation ou du collège, si il y a plusieurs voies en Suisse, dans le canton de Genève derrière, c'est pouvoir leur permettre de se tester par rapport aux éventuelles évaluations d'entrée pour la suite. Mais ça, c'est vraiment en fonction du projet de l'élève et donc à discuter avec les familles régulièrement. Donc on a ces quatre approches-là de l'évaluation. Ok. Et vous avez pensé à faire de l'évaluation par les pairs ou pas du tout? Ouais, on y a pensé. Pour l'instant, je l'ai pas trop vu en œuvre. On s'est dit qu'à ce stade, ça ferait peut-être plus peur aux autorités, etc. Donc moi, je le garde dans un coin de ma tête parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais on le met pas trop en avant pour l'instant. On va voir déjà ce que ça donne sur le terrain d'avoir ces formes-là et on fera évoluer. Ok. Voilà. Alors nous, le retour qu'on a, alors après c'est toujours pareil, c'est avec des post-bac, c'est que ça marche bien, ils se prêtent bien au jeu et ça les fait vraiment progresser. Donc c'est une bonne chose. Après, je sais pas ce que ça peut donner avec des plus petits, mais quand ils se mettent à la place justement de l'évaluateur, ils prennent vraiment le truc au sérieux et ça les aide vraiment à monter en compétence sur le sujet. Et même les plus faibles qui sur un sujet où ils prennent le rôle de l'évaluateur, ils vont progresser parce qu'à travers l'interview qu'ils vont faire de la personne qu'ils vont évaluer, ils vont finalement aussi apprendre des choses. Et je trouve que c'est un cercle assez vertueux, ce mode-là. Mais Ouais, c'est effectivement, clair. C'est clair. Je pense que c'est hyper enrichissant de quand on vulgarise ou qu'on essaye d'apprendre quelque chose à quelqu'un, de lui faire un retour, ça permet aussi d'ancrer pour la personne qui le fait l'apprentissage. Ouais. mais effectivement, les débuts sont un petit peu difficiles parce qu'il faut le temps qu'ils comprennent la démarche, de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Il faut pas mal de pédagogie pour faire passer ça. Surtout que nous, on a des purs produits de l'éducation nationale qui arrivent chez nous. Et ils n'ont pas encore ce mindset-là de feedback constructif, etc. Et de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on va avoir des tendances au démarrage à dire ouais, on va se mettre à fond tout de suite. Enfin bref. Mais avec un petit peu de temps et de pratique, je pense que c'est une bonne pratique à mettre en œuvre. Ouais, hyper preneuse de votre retour d'expérience sur comment vous l'avez amené, tout ça. Effectivement, c'est une culture en fait, c'est une culture à Ouais. créer. Ça prend un peu de temps. Nous, ce qu'on imaginait, c'est dans le tableau Kanban, il y aura enfin dans le flux, il y aura une colonne "Je suis bloqué". Et ce qu'on imaginait, c'est pouvoir solliciter les pairs qui, voilà, à ce moment-là, en disant, est-ce que tu pourrais peut-être aider ton camarade là-dessus parce que voilà, on sait que lui a compris. Donc, on s'était dit que là, on pourrait faire jouer les pairs Sur la phase là-dessus. d'apprentissage Ouais, plus que ouais. d'évaluation. Mais je garde en Ça, tête c'est intéressant hyper aussi, ceci. intéressant sur la phase d'évaluation. Ok, ok. Et du coup, le projet est en train d'évoluer. Donc l'objectif c'est ouverture septembre 26. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, est-ce que tu as besoin de de choses comme ça, un message à passer, des recherches du coup de moutons à 5 pattes, de coach pour ton école? Ouais, merci, c'est gentil. Effectivement, on est dans présenter le projet à des profils type enseignant pour constituer l'équipe pédagogique. Donc, on s'est dit qu'on allait fonctionner par réseau. Donc, plutôt que par fiche de poste pour l'instant, déjà pour tester, pour sentir quelles sont les questions, quels sont les points de blocage, etc. Donc, ouais, si vous pouvez diffuser ça d'enseignants qui ont envie de changer, qui ont envie de contribuer à un nouveau modèle d'école, plus entrepreneurial, qui fait plus de sens, ça, ce serait d'une énorme aide. Et puis, pour l'instant, on fait pas de com auprès des familles, mais on est toujours preneur de retour. Voilà, s'il y a des familles qui écoutent ce podcast, nous, on est désireux de savoir qu'est-ce qui pourrait les bloquer, de quoi ils auraient besoin pour être rassurés, etc., voilà, pour peaufiner notre manière de présenter. Parce que nous, on est convaincus que, évidemment, même s'il y aura évidemment des compromis à faire, parce que là, on est en théorie et qu'en réalité, ça va pas se passer comme sur notre PowerPoint. Ça, on est très conscient. On a cette confiance qu'on aura cette capacité à s'adapter.
parce que agiliste de mindset de formation, on a confiance en fait en ces processus, en l'adaptabilité du modèle. Donc on sait qu'il y a plein de choses dedans, mais voilà, qu'est-ce qui fait sens pour les parents? Voilà, on est preneuse de feedback en fait. Des feedbacks, faut pas hésiter à venir échanger avec toi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors on a un site web pour le projet qui s'appelle En chemin vers l'école agile.com, tout attaché. Il y a une adresse mail qui est aussi encheminversl'écoleagile@gmail.com, donc on peut être contacté par ce biais-là. Et puis après, on échange avec plaisir de vive voix si besoin. Très bien, très bien. Super. Pour terminer, si tu avais un conseil à ceux qui veulent initier un projet pédagogique, ça serait quoi? Alors c'est vrai que je me sens pas... Ouais. C'est vrai que je me sens pas de donner des conseils parce que déjà moi je dois dépasser constamment mon syndrome de l'imposteur, hein, n'étant pas de ce milieu-là à la base, même si je vois les forces que je peux avoir. Donc j'ai du mal à me dire que je peux donner des conseils déjà par rapport à ça, puis parce qu'on n'a pas encore ouvert. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut être vraiment convaincu au fin fond de soi et avoir l'envie pour changer quelque chose dans l'éducation. Donc se raccrocher constamment au service de quoi je le fais et c'est quoi ma motivation profonde, parce que c'est un projet entrepreneurial, donc comme tout en projet entrepreneurial, il y a des hauts, des bas, et c'est en plus un projet entrepreneurial dans l'éducation, et j'ai l'impression que le contexte est très très compliqué déjà actuellement, et les règles du jeu sont très strictes, donc ouais, je dirais bien définir pourquoi on le fait, et s'y raccrocher le plus possible pour être endurant. C'est noté. Merci Carole, merci Thomas. Écoutez, j'étais là. Un grand merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bientôt, au revoir, merci de nous avoir écoutés.